Chers lecteurs, chers passionnés de vérité et d'histoires cachées derrière les légendes du cinéma français, bienvenue. Avant de plonger dans ce récit exceptionnel consacré à Jean-Paul Belmondo, je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail journalistique indépendant. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Votre soutien permet de faire vivre une presse libre, profonde, courageuse, celle qui ose regarder derrière le rideau, raconter ce que d'autres ont oublié ou voulu taire. Merci infiniment pour votre fidélité. Et maintenant, découvrons ensemble ce que Jean-Paul Belmondo, peu avant sa disparition, a finalement accepté d'avouer. Il existe des destins qui semblent écrits pour défier la mort, comme si le simple fait d'avoir traversé une époque, d'avoir conquis un pays entier par un sourire insolent ou un regard de braise, garantissait une forme d'immortalité. Jean-Paul Belmondo, surnommé Bébel, faisait partie de ces êtres-là. À tel point que lorsque l'annonce de sa disparition bouleversa la France entière, beaucoup avouèrent avoir pensé qu'il vivrait encore 100 ans, indestructible, invincible, éternel. Mais ce que le public ignorait, c'est que les derniers mois de Belmondo furent marqués par une lucidité absolue. Une lucidité que seuls les hommes ayant traversé l'essentiel de leur vie avec intensité et panache peuvent se permettre. À l'ombre des projecteurs, loin des plateaux de tournage, dans le calme d'un appartement parisien baigné de souvenirs, il avait commencé à se confier, à murmurer des vérités qu'il avait longtemps gardées pour lui. Des vérités sur sa carrière, sur ses regrets, sur ses amours, sur ses blessures secrètes. Et surtout, un aveu final, inattendu, presque bouleversant, qu'il n'avait jamais formulé publiquement. Nous transporte précisément dans cet univers intime, dans cette atmosphère fragile où les grandes légendes, avant de s'éteindre, acceptent enfin de déposer le masque. Car même un géant comme Belmondo, avec son rire tonitruant, ses cascades légendaires et sa réputation d'homme invincible, a porté en lui des zones d'ombre, des non-dits, des douleurs discrètes mais profondes. Lorsque les médecins lui annoncèrent que son état de santé déclinait lentement, Belmondo ne céda ni à la panique ni à la tristesse. Il accueillit la nouvelle avec une sérénité presque déconcertante. Pour lui, la mort n'était pas une ennemie mais une compagne lointaine qu'il savait devoir rencontrer un jour. Les amis proches racontent qu'il parlait souvent de cette fin comme d'un chapitre normal, un passage presque philosophique. Mais dans cette apparente tranquillité se cachait autre chose, la volonté farouche de finir ce qui n'avait jamais été terminé. De dire ce qui n'avait jamais été dit, car toute une vie de cinéma laisse derrière elle autant de triomphes que de secrets. Les dernières semaines, Belmondo les passa entouré de quelques personnes de confiance, ses enfants, 2 amis très proches et une confidente inattendue, une femme dont la présence allait jouer un rôle crucial dans son ultime confession. Pour comprendre le poids de son aveu, il faut se défaire du mythe, revenir à l'homme. Loin des écrans, Belmondo était un être plus sensible qu'on ne l'imagine. Derrière la gouaille, l'assurance, les répliques cultes et l'ironie charmante, se cachait un homme parfois fragile, parfois épuisé, souvent tourmenté par les sacrifices que sa carrière avait exigés. Beaucoup ignorent que Belmondo a dû renoncer à une partie de sa vie personnelle pour devenir cette icône du cinéma français. Il a sacrifié des amitiés, des amours, parfois même des instants familiaux qu'il regrettait encore sur la fin. C'est précisément ce mélange de fierté et de repentir qui fit naître en lui une urgence, celle de dire la vérité. Dans les mois précédant sa mort, Belmondo traversait des périodes d'un calme presque méditatif. Ceux qui l'ont visité témoignent d'un homme apaisé, souriant mais profondément introspectif. Il passait de longues heures à regarder par la fenêtre, observant Paris comme si chaque rue lui rappelait un film, une scène, une vie. Mais il y avait surtout ce carnet. Un petit carnet noir posé en permanence sur la table près de son fauteuil. C'est là qu'il notait ses pensées, ses regrets, ses souvenirs les plus précieux et ses secrets les mieux gardés. Un soir d'été, quelques semaines avant sa disparition, il demanda expressément qu'on l'aide à rédiger ce qu'il appela un message pour plus tard. Personne ne comprit alors qu'il s'agissait en réalité du prélude à son aveu final. Le public connaît les conquêtes légendaires de Belmondo, mais lui-même n'en parlait plus depuis longtemps. « Ce ne sont pas les femmes qui m'ont marqué », confia-t-il à un ami, « mais celles que j'ai trop aimées et que j'ai perdues. » Parmi elles, une en particulier revenait souvent dans ses conversations. Une femme dont il n'avait jamais parlé publiquement, mais qui avait occupé une place immense dans son cœur. Était-ce une histoire avortée? Un amour contrarié? Une liaison secrète? Ses proches restent discrets, mais tous confirment qu'il revenait à elle dans ces derniers mois, comme si tout devait recommencer et se terminer autour de ce souvenir-là. Certains affirment même que son aveu final est lié à cette relation. D'autres pensent qu'il porte sur sa carrière ou sur un événement longtemps tenu secret qui aurait changé sa vie. Ce qui est certain, c'est que Belmondo avait besoin de dire la vérité. Enfin, après des décennies de silence médiatique maîtrisé. Le jour tant redouté arriva un matin de fin août. Belmondo avait demandé à réunir les siens dans le salon. Il était fatigué,
très fatigué, mais son regard brillait encore de cette intensité qui l'a rendu immortel au cinéma. Ce jour-là, il parla d'une voix posée, presque grave, mais incroyablement lucide. Les témoins racontent que l'atmosphère était irréelle. La pièce silencieuse, la lumière douce, le souffle court de Bébel, et surtout, ce sentiment que quelque chose de lourd, de sacré, allait être révélé. Il commença par remercier ses enfants, puis ses amis, puis le public, comme s'il parlait encore face caméra, et enfin, il passa à l'aveu. Un aveu que personne n'attendait. Un aveu qui allait surprendre, bouleverser, parfois même choquer. Un aveu que la France découvrirait seulement après sa mort. Nous entrerons dans le cœur de cette confession. Ce qu'il a réellement avoué, pourquoi il ne l'avait jamais dit avant et comment cet aveu change pour toujours la manière dont nous regardons l'homme derrière le mythe. Nous a plongé dans les derniers instants de lucidité de Jean-Paul Belmondo. Ce second chapitre nous conduit encore plus loin. Au cœur des secrets qu'il avait longtemps gardés, des regrets qu'il n'avait jamais avoués et des vérités enfouies qu'il a finalement décidé de révéler. Car derrière le rire tonitruant de Bébel, derrière ses cascades légendaires, derrière son insolence charmante, se trouvait un homme dont la vie personnelle fut beaucoup plus tourmentée qu'elle n'y paraissait. Dans cette partie, nous explorons ce qu'il n'a jamais eu la force ou l'occasion de dire publiquement. Ce sont des éléments qu'il avait écrits dans son carnet noir, des confidences murmurées à ses proches, et parfois même des vérités qu'il n'avait confiées à personne avant ce fameux jour d'août où il a tout déballé. Pour comprendre l'ampleur de son aveu final, il faut d'abord comprendre cette dualité intérieure qui l'a accompagné toute sa vie, l'homme Jean-Paul et la légende Bébel. Le public ne voyait que Bébel, l'acteur audacieux, l'ami des réalisateurs les plus brillants, le charmeur invincible, l'homme qui riait dans les dangers, celui qui accomplissait ses propres cascades et défiait la mort avec une nonchalance presque insolente. Mais Jean-Paul, lui, vivait dans l'ombre du mythe, et cet homme-là n'était pas si sûr de lui. Il doutait, il se posait 1000 questions. Il regrettait parfois ses choix. « Toute ma vie, j'ai voulu paraître fort », confia-t-il un soir, « mais au fond, je n'ai jamais été aussi fort qu'on le croyait. » Cette phrase presque bouleversante résume à elle seule ce qui allait suivre dans ses confidences finales. Si Belmondo a marqué le cinéma, il a tout autant marqué les femmes qu'il a aimées, parfois intensément, parfois maladroitement. Mais parmi toutes ces histoires, il y avait une femme, une seule, qui revenait sans cesse dans ses pensées. Une femme dont il n'avait jamais parlé publiquement. Une relation tenue secrète pendant des décennies. Certains proches affirment qu'elle fut son grand amour. D'autres disent qu'elle fut sa plus grande blessure. Ce que l'on sait, c'est que leur histoire aurait dû durer, mais n'a jamais pu se réaliser pleinement. Elle était mariée. Lui était en pleine ascension internationale. Le destin les a réunis au moment où tout semblait possible. Mais les obligations, les carrières, les regards du public ont tout détruit. Dans son carnet noir, retrouvé après sa mort, on lit une phrase qui a ému jusqu'au plus proche de Belmondo. « J'ai aimé beaucoup de femmes, mais j'en ai vraiment pleuré une seule. Et personne ne l'a jamais su. On ignore si cette femme est encore en vie. On ignore même son identité. Mais l'ombre de cette histoire plane sur toute la seconde moitié de la vie de Belmondo. Son aveu final serait lié, de près ou de loin, à cette relation. Belmondo n'était pas homme à se plaindre. Toute sa vie, il a assumé ses erreurs avec humour, charme ou philosophie. Mais dans les dernières semaines, il a commencé à évoquer ses regrets. Et certains ont profondément surpris ses proches. Il savait que sa carrière l'avait éloigné de moments précieux. « J'ai raté des anniversaires, des premiers pas, des repas », confia-t-il. Son dernier aveu allait d'ailleurs prendre racine dans ce regret-là. Belmondo était fier, parfois trop. Il avait refusé des personnages qui, selon lui, auraient pu redéfinir sa carrière dans les années 80 et 90. Il en voulait parfois à lui-même d'avoir laissé filer certaines occasions. Revoilà cette femme mystérieuse. Revoilà cette douleur secrète. Revoilà ce poids émotionnel qu'il a porté en silence pendant plus de 30 ans. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé avant ? Pourquoi garder un secret pendant des décennies ? Pourquoi tout révéler seulement quelques jours avant sa mort ? La réponse est simple et déchirante. Belmondo avait peur de blesser, et tant qu'il était en vie, il voulait protéger certaines personnes. Il vivait en équilibre entre la vérité qu'il désirait dire et le silence qu'il voulait préserver. Un équilibre fragile, douloureux, mais nécessaire. Quelques jours avant sa confession, Belmondo avait demandé une feuille, un stylo. Il avait écrit une lettre fermée, cachetée, confiée à l'un de ses amis les plus proches avec ces mots. « Tu l'ouvriras quand ce sera le moment, pas avant, pas après. » Personne ne savait ce que contenait ce message. Personne n'osait poser la question. Mais tout porte à croire que cette lettre est directement liée à l'aveu qu'il s'apprêtait à faire. La veille du jour où il allait tout avouer, Belmondo fut, de l'avis de tous, étrangement calme. Il parlait peu. Il souriait plus que d'habitude. Il semblait soulagé, comme s'il avait enfin compris que dire la vérité serait une forme de délivrance. Son ami le plus proche raconte, il avait cette lueur dans les yeux, la même que dans ses plus grands films.
Mais là, ce n'était pas pour faire semblant. C'était comme un adieu. Tout dans sa posture, dans son ton, dans son comportement, laissait présager qu'il s'apprêtait à faire une déclaration d'une importance capitale. Les personnes présentes à ses côtés ce jour-là s'en souviennent encore avec précision. L'atmosphère lourde, presque sacrée, le silence inhabituel, et cette sensation inexplicable que l'homme qui avait fait rire et vibrer la France entière allait enfin déposer son dernier secret. Et lorsque Belmondo demanda que tout le monde s'assoie, lorsqu'il prit une respiration lente, lorsque ses yeux se levèrent pour croiser ceux de sa famille, ils comprirent que le moment était venu. Dans le prochain, nous dévoilerons ce qu'il a admis, ce qu'il avait gardé en lui pendant des décennies, ce que la France ignorait totalement. Et surtout, pourquoi cet aveu change pour toujours l'image que nous avions de Jean-Paul Belmondo. Le moment tant redouté, ou tant espéré, arriva dans un silence presque religieux. Ce silence étrange, lourd et fragile, qui précède les révélations capables de bousculer des vies. Jean-Paul Belmondo, affaibli mais parfaitement lucide, regarda un à un les visages rassemblés autour de lui. Ses enfants, deux amis de toujours, un médecin discret qui veillait à distance, et ce petit carnet noir posé sur la table basse comme une extension de son âme. On raconte que ce carnet contenait toute une vie, des souvenirs, des regrets, des noms, des dates, des secrets. Mais ce jour-là, Belmondo n'avait plus besoin de lire, car la vérité qu'il s'apprêtait à révéler, il la portait en lui depuis plus de 30 ans, enfouie sous des couches de silence, de pudeur et de loyauté. Il prit une grande respiration comme un acteur s'apprêtant à jouer la scène la plus importante de sa carrière. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un rôle, pas de caméra, pas de faux semblants. Il n'y avait que lui, Jean-Paul, sans le masque de Bébel. Sa voix trembla légèrement, mais ses mots furent clairs. « Je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. » Personne n'osa bouger, même l'air semblait suspendu. Belmondo posa sa main sur son carnet et poursuivit. « J'ai menti, ou plutôt, je me suis tu. Et ce silence m'a rongé. » Son fils aîné voulut intervenir, mais Belmondo leva doucement la main. Il tenait à aller jusqu'au bout. Son aveu concernait cette femme mystérieuse mentionnée dans ses écrits et dans ses confidences. Une femme dont personne n'avait jamais prononcé le nom à haute voix devant lui. Une histoire d'amour qui avait bouleversé sa vie mais qu'il avait dû sacrifier pour protéger une famille déjà fragile. Ces mots étaient bouleversants. Je n'ai jamais cessé de l'aimer et je n'ai jamais eu le courage de choisir. Je vous ai blessé sans le vouloir, je me suis blessé moi-même. Il expliqua alors qu'au début des années 1980, alors qu'il enchaînait les tournages et vivait l'apogée de sa carrière, il avait vécu une relation aussi passionnée que clandestine. Une relation qui dura des années. Une relation qu'il avait été incapable de rompre, mais qu'il avait été tout aussi incapable d'assumer. Il parlait d'elle comme d'un amour manqué, une vie parallèle, une douleur silencieuse. Et si son entourage connaissait son tempérament séducteur, personne n'imaginait une histoire d'une telle profondeur. Mais l'aveu ne s'arrêtait pas là. D'après ceux présents ce jour-là, Belmondo déclara ensuite « J'ai un autre secret. » Plus difficile encore, sa fille se mit à pleurer doucement. Elle comprit avant même que les mots ne tombent. Belmondo avoua que cette liaison avait eu une conséquence qu'il n'avait jamais osé affronter. Un enfant. Un enfant né dans le secret, jamais reconnu officiellement, mais que Belmondo avait soutenu financièrement à distance, de manière discrète, à travers un ami commun. Un enfant devenu adulte aujourd'hui. Un enfant dont l'existence n'avait jamais franchi les limites du cercle le plus intime. Il murmura « J'aurais dû être un père pour lui. Je ne l'ai pas été. Et c'est le plus grand regret de ma vie. » Les témoins parleront plus tard d'un moment déchirant. Un silence rempli de choc, de larmes, d'incompréhension, mais aussi d'un immense respect. Car Belmondo, pour la première fois, ne jouait plus au héros. Il était juste un homme fragile, imparfait, humain. Le moment tant redouté, ou tant espéré, arriva dans un silence presque religieux. Ce silence étrange, lourd et fragile, qui précède les révélations capables de bousculer des vies. Jean-Paul Belmondo, affaibli mais parfaitement lucide, regarda un à un les visages rassemblés autour de lui. Ses enfants, deux amis de toujours, un médecin discret qui veillait à distance. Et ce petit carnet noir posé sur la table basse, comme une extension de son âme. On raconte que ce carnet contenait toute une vie. Des souvenirs, des regrets, des noms, des dates, des secrets. Mais ce jour-là, Belmondo n'avait plus besoin de lire. Car la vérité qu'il s'apprêtait à révéler, il la portait en lui depuis plus de 30 ans, enfouie sous des couches de silence, de pudeur et de loyauté. Il prit une grande respiration comme un acteur s'apprêtant à jouer la scène la plus importante de sa carrière, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un rôle, pas de caméra, pas de faux semblants. Il n'y avait que lui, Jean-Paul, sans le masque de Bébel. Sa voix trembla légèrement, mais ses mots furent clairs. « Je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. » Personne n'osa bouger, même l'air semblait suspendu. Belmondo posa sa main sur son carnet et poursuivit. « J'ai menti, ou plutôt je me suis tu, et ce silence m'a rongé.
Son fils aîné voulut intervenir, mais Belmondo leva doucement la main. Il tenait à aller jusqu'au bout. Son aveu concernait cette femme mystérieuse, mentionnée dans ses écrits et dans ses confidences. Une femme dont personne n'avait jamais prononcé le nom à haute voix devant lui. Une histoire d'amour qui avait bouleversé sa vie, mais qu'il avait dû sacrifier pour protéger une famille déjà fragile. Ces mots étaient bouleversants. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, et je n'ai jamais eu le courage de choisir. Je vous ai blessé sans le vouloir. Je me suis blessé moi-même. Il expliqua alors qu'au début des années 1980, alors qu'il enchaînait les tournages et vivait l'apogée de sa carrière, il avait vécu une relation aussi passionnée que clandestine. Une relation qui dura des années. Une relation qu'il avait été incapable de rompre, mais qu'il avait été tout aussi incapable d'assumer. Il parlait d'elle comme d'un amour manqué, une vie parallèle, une douleur silencieuse. Et si son entourage connaissait son tempérament séducteur, personne n'imaginait une histoire d'une telle profondeur. Mais l'aveu ne s'arrêtait pas là. D'après ceux présents ce jour-là, Belmondo déclara ensuite « J'ai un autre secret. » Plus difficile encore, sa fille se mit à pleurer doucement. Elle comprit avant même que les mots ne tombent. Belmondo avoua que cette liaison avait eu une conséquence qu'il n'avait jamais osé affronter. Un enfant. Un enfant né dans le secret, jamais reconnu officiellement, mais que Belmondo avait soutenu financièrement à distance, de manière discrète, à travers un ami commun. Un enfant devenu adulte aujourd'hui. Un enfant dont l'existence n'avait jamais franchi les limites du cercle le plus intime. Il murmura « J'aurais dû être un père pour lui. Je ne l'ai pas été. Et c'est le plus grand regret de ma vie. » Les témoins parleront plus tard d'un moment déchirant. Un silence rempli de choc, de larmes, d'incompréhension, mais aussi d'un immense respect. Car Belmondo, pour la première fois, ne jouait plus au héros. Il était juste un homme fragile, imparfait, humain. Il est difficile de refermer une histoire comme celle de Jean-Paul Belmondo. Difficile de tourner la dernière page d'un récit qui semble appartenir à la mémoire collective d'un pays tout entier. Difficile de dire « fin » lorsqu'il s'agit d'un homme qui, même dans la mort, continue d'inspirer, de faire rêver, de faire rire, de toucher au cœur. Au fil de ces 3 chapitres, nous avons découvert, ou redécouvert, un Belmondo que nous n'avions jamais réellement connu. Non pas l'acteur intrépide, non pas l'icône du cinéma, non pas le casse-cou invincible auquel rien ne semblait faire peur. Mais l'homme derrière le masque. L'être humain fragile, sincère, amoureux, plein de regrets et pourtant tellement vivant. Son aveu final n'a pas seulement bouleversé sa famille. Il a bouleversé la France entière. Car ce qu'il nous laisse, ce n'est pas seulement une filmographie légendaire, des rôles inoubliables, des scènes mythiques, des cascades audacieuses. Ce qu'il nous laisse, c'est une leçon. Une leçon de vie. Une leçon d'humilité. Une leçon de vérité. Belmondo nous rappelle que même les géants ont un cœur fragile. Même les légendes ont des blessures. Même les héros ont des regrets. Et que le plus grand courage, parfois, n'est pas d'affronter les cascades les plus folles, mais d'affronter soi-même. En avouant ce secret qu'il avait gardé plus de 30 ans, Belmondo n'a pas seulement soulagé son âme. Il a surtout offert un cadeau à ceux qu'il laissait derrière lui. Un message silencieux mais d'une puissance rare. Ne gardez pas vos regrets jusqu'à la fin. Dites la vérité tant qu'il est temps. Aimez sans honte. Demandez pardon sans peur. Prenez soin les uns des autres. Dans un monde où tout s'accélère, où l'on cache ses cicatrices, où l'on joue des rôles, même dans la vie quotidienne, l'aveu de Belmondo résonne comme un rappel essentiel. Être vrai est la plus grande audace. Nous voulons retenir son sourire, son élégance naturelle, son humour indéfectible, sa façon de croquer la vie sans jamais baisser les yeux, sa loyauté envers ses amis, ses éclats de rire légendaires, ses regards mélancoliques quand il parlait de l'amour et du temps qui passe, mais nous voulons retenir surtout ceci. Jean-Paul Belmondo était humain. Profondément humain. Et c'est précisément cela qui le rend éternel. Nous racontons ce récit pour préserver une mémoire, pour transmettre une vérité, pour honorer un homme qui a marqué des générations. Mais aussi pour vous, lecteurs, qui cherchez dans ces histoires non seulement des révélations, mais aussi des émotions, des leçons, des échos de votre propre vie. Car au fond, l'histoire de Belmondo est aussi notre histoire. Nous avons tous aimé, nous avons tous regretté, nous avons tous gardé des secrets, nous avons tous eu peur de dire la vérité. Et nous avons tous un jour espéré être pardonnés. Belmondo n'est plus là physiquement. Mais il demeure dans chaque image, chaque dialogue, chaque interview, chaque souvenir partagé dans les familles, les cafés, les cinémathèques. Et surtout, il demeure dans ce dernier aveu cette flamme intime qu'il a ravivée au seuil de la mort. Une flamme qui éclaire encore ceux qui ont croisé sa route, de près ou de loin. Son histoire n'est pas finie. Elle continue chaque fois que nous parlons de lui, que nous revoyons un de ses films, que nous découvrons une nouvelle facette de son âme. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie immortalité. Chers lecteurs, merci du fond du cœur d'avoir parcouru avec moi cette plongée intime et bouleversante dans les derniers secrets de Jean-Paul Belmondo. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous aimez les histoires vraies, les récits fouillés, les révélations racontées avec respect, émotion
et profondeur. C'est exactement ce que je m'efforce de vous offrir chaque jour avec passion, rigueur et sincérité. Si vous avez apprécié ce récit, si vous souhaitez soutenir ce travail journalistique indépendant, si vous voulez continuer à découvrir des enquêtes, des analyses, des confessions inédites sur les grandes figures du cinéma, de la musique, de la politique et du show business, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, rapide, et cela permet à ce type de contenu de continuer à exister. Plus nous sommes nombreux, plus nous avons de force pour raconter ces histoires qui comptent. Likez la vidéo, l'article. Ce simple geste aide énormément. Il montre que vous appréciez le travail, que vous souhaitez qu'il soit vu par d'autres, qu'il mérite de vivre. Partagez ce contenu avec vos proches, vos amis, sur vos réseaux sociaux. Parce que l'histoire de Belmondo mérite d'être connue, réfléchie, transmise. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi ce que Belmondo représente pour vous. Dites-moi si ce type de récit vous touche, vous questionne, vous inspire. Je lis absolument tout. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez soutenir ma chaîne ou mes enquêtes en devenant membre, donateur ou contributeur. Chaque geste, même petit, est un acte de confiance incroyable. Jean-Paul Belmondo a vécu, aimé, souffert, ri, regretté, pardonné. Il nous a laissé des films, des souvenirs et un dernier message de vérité. Continuons à faire vivre son histoire. Et surtout, continuons à faire vivre la vérité, la passion et la mémoire. Merci pour votre temps, votre fidélité, votre cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête, une nouvelle histoire, un nouveau voyage. Abonnez-vous, likez, partagez et restez avec nous. L'aventure continue.